Ok. Donc, hier, j'avais terminé avec 19, c'est aujourd'hui. C'était le 18, voilà. J'avais terminé avec une théière qui avait une ombre. Voilà. Je suppose que vous avez aussi un objet qui a une ombre. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous allez pouvoir le faire rapidement. En tout cas, regardez, on termine cet exercice rapidement et c'est l'occasion de parler des groupes qui permettent, comme leur nom l'indique, de regrouper les calques. Donc, cette théière, son décor est masqué par un masque vectoriel. Même principe que les masques de fusion, touche majuscule permet de désactiver temporairement le masque vectoriel. Dans la palette des tracés, je vois apparaître la vignette du masque vectoriel. Ok. Donc c'est un peu comme un masque de fusion. On désactivait le masque de fusion avec la touche majuscule. Et pendant qu'un calque qui contenait un masque de fusion était activé, on voyait dans la palette des couches le masque de fusion. Un peu comme une couche alpha. Ben ici, c'est un masque vectoriel, et pendant que le calque qui contient un masque vectoriel est activé, je vois dans la palette des tracés une vignette, c'est la vignette du masque vectoriel. Et je peux donc aller le retravailler, notamment avec, si je prends la plume, si j'enfonce la touche CTRL, alors, voyons un peu ça. Il va falloir... Donc, je vais devoir y aller avec les flèches ici. Je vais devoir y aller avec les flèches, aller chercher la flèche blanche sous la plume, en fait. Voilà. Tiens. Plume et touche... Ben oui, évidemment, c'est moi qui me gourre. Je suis sur un Mac, c'est la touche commande que je dois enfoncer. Mais vous êtes sur des PC, c'est la touche contrôle. Donc, je disais bien, vous êtes avec la plume et vous enfoncez la touche contrôle du PC. Moi, c'est commande du Mac. Et je peux aller retravailler le tracé. Ça, je vous avais montré qu'on pouvait aller le retravailler par le masque vectoriel une fois qu'il avait été fait. Ce que je n'avais pas montré, c'est qu'on pouvait le désactiver de manière à voir la totalité de l'image. De manière à voir le décor original autour de la théière. Ok. Bon, ça, c'est des petites informations supplémentaires. Rien de bien nouveau là. Touche majuscule, je réactive le masque vectoriel en imaginant que j'ai été le corriger un peu s'il fallait. Mais alors je vais mettre dans un groupe le calque de la théière et le calque de l'ombre. Il se trouve que chez moi j'avais fait deux ombres, hein, pour vous montrer qu'on met une ombre juste là à l'endroit où elle est posée, le point de contact, une ombre sombre, et qu'on peut mettre une ombre plus floue, plus légère, 54% d'opacité pour ce calque, pour faire une zone de pénombre en fait sous la théière. Bon, si vous n'avez qu'un calque d'ombre, ça marche aussi. En tout cas, ce qu'il va falloir faire, c'est activer les calques, le calque de la théière et le calque de l'ombre ou des ombres. Donc pour faire ça, c'est clic, majuscule, clic. Ok ? C'est comme les fichiers, c'est comme les listes de fichiers sur Windows, clic, majuscule, clic, ça sélectionne le premier, le dernier et les intermédiaires. S'il y en a. Et une fois que vous avez indiqué quel calque vous voulez mettre dans le groupe, il va falloir aller dans le menu de la palette des calques, jusqu'à la ligne Nouveau groupe d'après des calques. Je précise parce que quand je dis ça, la plupart des gens vont aller sur Nouveau groupe. C'est pas ça. Nouveau groupe, ça va faire Nouveau groupe vide. Ici, j'ai sélectionné, je viens de sélectionner juste avant, différents calques avec la touche majuscule. Et j'indique que ces calques-là doivent aller dans un nouveau groupe. C'est donc nouveau groupe d'après des calques. Voilà. On peut le laisser groupe 1 si on a peu d'éléments dans son montage. On n'a pas besoin de renommer les groupes. On peut encore le faire après, les renommer, de toute façon. Voilà. Donc dans le groupe, si je l'ouvre, je vois que j'ai la théière et les ombres. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à plusieurs choses. Ça sert à simplifier l'aspect de la palette des calques.
Si j'ai plein de calques, en les regroupant comme ça, déjà, l'aspect est simplifié. Ça me sert également à déplacer facilement plusieurs calques ensemble. Si je n'avais pas mis les calques dans un groupe, je devrais, chaque fois que je veux déplacer la théière et ses ombres, les activer avec clic, majuscule clic. Tandis qu'ici, ils sont dans un groupe. Pour les déplacer tous ensemble, c'est l'outil de déplacement. Et je les déplace tous ensemble. Dans le montage. Ah, attention, petite erreur, mon outil de déplacement a l'option ici qui est enclenchée, sélection automatique. Et vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai mon groupe qui est activé, mais dès que j'essaye de déplacer la théière, c'est le calque d'en dessous qui se déplace. J'annule. Donc, je l'avais dit au moment où j'avais montré cette option, il faut la désactiver juste après l'avoir utilisée, sinon vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Donc, si vous avez, pour l'outil de déplacement, la sélection automatique qui est enclenchée, surtout vous la désenclenchez, ce n'est pas intéressant du tout, la plupart du temps. Donc, je réactive mon groupe et je montre cette fois-ci que... pourquoi il ne veut pas? Ah, on dirait que dans le groupe, j'ai un calque qui est verrouillé. Oui, alors, n'ayez pas la mauvaise habitude, quand un message apparaît, de cliquer sur OK et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Quand un message apparaît, vous le lisez. Impossible d'utiliser l'outil déplacement car les calques liés sont verrouillés. Alors c'est souvent assez obscur et pas évident à comprendre. C'est un peu mal torché comme phrase en général, mais ça permet quand même de comprendre un peu ce qui se passe. Et donc, si j'ouvre, je vais certainement remarquer que j'ai un des calques, oui, le calque de la théière qui est verrouillé, et il est complètement verrouillé, donc il ne peut pas être déplacé. Donc si j'essaye de déplacer le groupe qui contient un calque qui ne peut pas être déplacé, le groupe lui-même ne veut pas se déplacer. Donc je vais ici activer le calque de la théière et enlever le verrou. Alors, Photoshop n'est pas un logiciel complexe, mais ce qui est compliqué avec Photoshop, c'est qu'il n'y a pas de procédure vraiment. Ça, je vous l'ai expliqué. Il faut avoir une vue d'ensemble des fonctionnalités du logiciel, les combiner ensemble pour faire ce que vous voulez faire. Et le Photoshop est tellement souple que, ben voilà, ça c'est le genre de choses qui peut arriver. Vous avez des messages, des impossibilités de faire certaines choses et il faut essayer de comprendre pourquoi. Et ça peut venir d'un peu partout. Si vous n'avez pas une vue d'ensemble sur le logiciel, ça va être difficile. Donc c'est un cap à passer. Arriver à avoir une vue d'ensemble sur les fonctionnalités, essayer de comprendre. Ce qui peut aider aussi, c'est Google, les forums, et aussi d'avoir des contacts. Vous êtes en contact par Skype avec des gens qui ont éventuellement suivi la formation, ou qui sont déjà graphistes, vous les contactez, vous leur demandez comment s'en sortir. Pourquoi je parle de Skype? Parce que c'est un système qui permet le partage d'écran. C'est-à-dire que si vous êtes en communication vocale avec quelqu'un, vous pouvez à un certain moment dire que vous partagez votre écran, c'est-à-dire que la personne va voir à distance votre écran, et c'est beaucoup plus facile que de commencer à taper des mails avec des tartines, où vous expliquez votre problème et vous n'utilisez pas les bons mots. Quand vous parlez de couche, vous parlez de calque. Quand vous parlez de calque, vous parlez de couche. Ça devient incompréhensible. Donc, Photoshop, c'est visuel, alors autant régler les problèmes avec des images. Donc, transférer une copie de votre écran en temps réel à la personne qui peut éventuellement vous dépatouiller. Il n'aura aucun contrôle sur votre ordinateur. Skype ne permet pas le contrôle sur l'ordinateur à distance. Ok, donc à partir de là, quand je déplace la théière, maintenant ça fonctionne et c'est exactement ce que je voulais. Ok, ça marche? Bien. Donc, simplifier l'aspect de la palette des calques, permettre le déplacement de plusieurs calques en même temps, le déplacement et transformation. Si je faisais une transformation manuelle, ce serait la même chose. Édition, transformation manuelle, mais sauf que là, si je fais tourner, il y a un petit problème, l'ombre, elle doit rester horizontale. Donc je devrais faire la transformation manuelle uniquement sur la théière, pas sur son ombre. Bon. Ça, c'est des choses évidentes, mais il faut le savoir. Si le sol est plat, l'ombre doit rester horizontale. Et troisième intérêt, pouvoir déplacer d'un coup plusieurs calques vers une autre image.
On va aller chercher une autre image. Il faut simplement que je vous dise avant que les groupes permettent donc de regrouper des calques. Il y a un autre système qui permet de regrouper les calques, ce sont les objets dynamiques. On en a parlé, je vous ai montré l'autre jour avec la spirale. Je vous montre ça, je vous remontre ça. C'était sur l'hypo sur la fontaine, voilà. L'hypo sur la fontaine, ici, voilà. Pas celui-là, tiens. Il n'y a pas ce qu'il faut. Monsieur, nous, on peut le refaire avec notre premier élément. Donc ceci, vous ne faites pas. Hein. Je suis juste en train de montrer. Donc ça, vous ne faites pas. Voilà, c'était là. Vous vous souvenez, là, je vous avais montré la spirale ici. Donc ici, c'est un objet dynamique qui contient plusieurs calques. Donc c'est un peu comme un groupe qui contient plusieurs calques. La différence, c'est que l'objet dynamique va permettre des choses que le groupe ne permet pas. Par exemple, si je mets des filtres dessus, de la marionnette, on avait fait la marionnette, hein, eh bien, elle va apparaître, la marionnette, une fois qu'elle aura été appliquée, j'aurai le nom déformation de la marionnette dans la palette des calques et je pourrai, en double-cliquant sur le nom, remodifier la position des punaises. On l'a fait, ça. Donc ça, avec les groupes, ça ne marchera pas. Hein. Ça ne marchera qu'avec les objets dynamiques. Alors pourquoi ne pas utiliser tout le temps les objets dynamiques? C'est parce que les groupes, ça a quand même un intérêt, c'est de pouvoir avoir accès directement à tous les calques. Et l'objet dynamique, non. L'objet dynamique, si je veux avoir accès à tous les calques, je dois double-cliquer sur lui, et ça s'ouvre dans une autre fenêtre. Donc les groupes sont un peu plus anciens dans Photoshop que les objets dynamiques. Au niveau évolution de Photoshop, les objets dynamiques, c'est plus récent que les groupes. Donc c'est une espèce de groupe avec des fonctionnalités différentes, donc à utiliser l'un ou l'autre, les groupes ou les objets dynamiques en fonction de ce que vous voulez faire. Ceci dit, on peut convertir un groupe en objet dynamique aussi. On en revient toujours au problème de Photoshop. Ce n'est pas un logiciel super complexe, mais il est tellement souple que il n'y a pas de procédure. Vous êtes lancé dans la jungle et c'est vous qui vous débrouillez avec ce que vous trouvez. Bien. Alors je vais aller rapidement chercher une autre image et on va transférer la théière sur une autre image. Donc ici, je vais aller chercher l'image d'un désert. Je tape entre guillemets public domaine et puis désert. Voilà. Toujours le même principe. Dans les outils de recherche, je demande, quand je suis dans Images, dans les outils de recherche, je demande d'afficher les grandes images. C'est pas plus mal. Et je vais aller ouvrir, je vais aller chercher une image. Bon, comme souvent, ça vous commencez à avoir l'habitude, quand on clique sur afficher l'image, on n'arrive pas à voir l'image. Donc je reviens en arrière avec la petite flèche dans le navigateur ici, et je clique sur la recherche par image. Voilà. Recherche par image. Et je demande toutes les tailles. Voilà. Et puis, il y a bien un des sites web qui héberge cette image qui va finalement me permettre de cliquer sur afficher l'image et de la récupérer en effet. Et puis, vous allez pouvoir transférer. Vous allez pouvoir tester le transfert de la théière ou de n'importe quel objet que vous avez fait avec une ombre en dessous. Vous testez le transfert de la théière vers le désert. Donc, il y a différentes manières de faire. Je ne vous montre que celle qu'on a déjà vue. Détacher l'onglet. Si vous êtes sur PC, dans Windows, il faut peut-être détacher également l'onglet de la théière de manière à avoir deux fenêtres flottantes. Et je déplace le groupe. Alors attention, quand on déplace le groupe, comme j'ai fait là tout à l'heure, dans l'image, ou le déplacer vers une autre image, il vaut mieux qu'il soit fermé. S'il est ouvert comme ça, il y a un risque qu'un des calques soit activé et que ce soit uniquement ce calque-là qui bouge. Donc, bonne habitude à prendre. Si vous faites un déplacement, une transformation manuelle sur un groupe, laissez-le fermer. Et voilà. Comment est-ce qu'on modifie la taille? Donc ça, on a vu, hein, c'était le premier jour, je pense. On a vu que si la théière est trop grande dans ce cas-ci, faire édition, transformation manuelle, sur un groupe, ça marche. Hein.
Avec la touche Alt, ça se transforme par le centre. Voilà. Mais j'ai perdu énormément de détails par rapport à l'image originale de la théière qui est ici. Voilà. Il y a beaucoup plus de détails que j'ai perdu ici. Donc, ce n'est pas la bonne méthode, on l'avait vu. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je jette le groupe et je vais multiplier les pixels de cette image. Je vais multiplier les pixels de manière à ne pas devoir réduire la théière. Donc, menu image, taille de l'image. Alors, je vous dis tout de suite, il y a certaines personnes, quand vous allez leur montrer cette technique-là, ils vont vous dire, mais l'image va devenir floue si on multiplie les pixels, c'est pas bon, il ne faut jamais faire ça. Mais en fait, moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'aucun des éléments que je n'amène dans l'image, sa qualité ne se réduise. Je dois ouvrir le groupe pour transformer manuellement. Non, il ne faut pas ouvrir le groupe pour pouvoir transformer manuellement. Mais de toute façon, la transformation manuelle pour réduire, c'est pas bon, hein, parce qu'on perd du détail. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai jeté le groupe que j'avais amené dans le désert, et je suis allé dans Image, taille de l'image. J'ai toujours rééchantillonnage qui est coché. On peut considérer que c'est le moteur de multiplication des pixels. Ah, oui, il faudra que je vous parle un jour quand même de la résolution. À quoi ça sert? Parce qu'on se focalise beaucoup sur la résolution alors qu'en fait ça n'intéresse que ceux qui impriment. Et encore, même si on imprime au final, la résolution, on n'est pas obligé de s'en occuper. Je me comprends. Quand on fait une création dans Photoshop, la résolution, vous vous en occupez pas, et je vais vous expliquer à un certain moment pourquoi. Alors, rééchantillonnage, c'est donc le moteur de multiplication et de division des pixels dans cette image du désert. Il est enclenché évidemment. Quelle méthode je peux préciser? Si je ne fais pas confiance à la sélection automatique, je précise que je veux une modification du nombre de pixels qui est adaptée à un agrandissement, donc à une multiplication des pixels. Ça va? Il n'y en a pas qui se demandent à quoi ça pourrait servir au plus proche? Si vous avez des graphiques, des statistiques, des histogrammes, comment ça s'appelle ça? Des graphiques circulaires qu'on appelle communément les camemberts, mais c'est pas très apprécié dans le monde des statistiques d'appeler ça des camemberts. Si vous utilisez pour les agrandir la méthode bicubique, ils vont devenir flous. Alors qu'à l'origine, ils sont générés par le logiciel de statistique, ils sont bien nets. Illustrator peut faire des graphiques comme ça aussi. Hein. Et on peut lier Illustrator avec un fichier Excel pour avoir les données. Donc je vous dis au passage que Illustrator aussi permet de faire des graphiques statistiques. Eh bien, si vous voulez multiplier les pixels pour faire des graphiques statistiques plus grands, il faudra utiliser cette méthode-là, qui ne va pas rendre flou. Donc voilà, au plus proche. Je vous le dis parce qu'on pourrait se dire, tiens, au plus proche, ça va être génial, c'est au plus proche de ce que c'était dans la photo, mais non, ça va être pourri en fait. Si vous faites ça sur une photo, ça va être pourri. Donc, bicubique plus lisse, adapté à l'agrandissement. Conserver les proportions est coché. À la place de centimètres, je mets, dans ce cas-ci, peut-être 400%. Donc, j'obtiens donc 16 fois plus de pixels dans l'image. Je passe d'une image de 5,93 à 94,9. 16 fois plus de pixels. OK. Et je recommence le petit processus de transférer la théière. Et elle est 4 fois plus petite en dimension que tout à l'heure, 16 fois plus petite en surface. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ombre donne l'impression que la théière est bien posée. Enfin, peut-être pas, il faut peut-être repositionner les ombres hein, par rapport au décor, mais en tout cas, ça apporte quelque chose. Ça marche? Alors, les ombres, l'ombre ou les ombres, elles ont une densité, une opacité adaptée au fond blanc sur lequel se trouvait la théière précédemment. C'est peut-être plus adapté exactement au fond de désert que j'ai ici. Donc n'hésitez pas, il faut aller modifier l'opacité éventuellement. Peut-être redimensionner l'ombre, la repositionner. Donc tout ça est possible. Et ça devient du dessin. C'est là que ceux qui ont fait des arts graphiques vont s'en sortir au départ un peu mieux que ceux qui n'ont pas fait des arts graphiques. Parce que Photoshop,
comme Illustrator d'ailleurs. Quand on a fait du dessin, quand on sait dessiner, c'est un plus. C'est quand même des logiciels pour faire du graphisme en fait. Enfin, Photoshop sert à plein de choses, mais Illustrator, clairement, c'est pour faire du graphisme. Oui, Photoshop est même utilisé par la police pour déterminer la dimension des personnes sur les sur les films de caméras de surveillance. Vous saviez ça? Il y a des outils dans Photoshop pour mesurer. Où ont-ils caché les outils pour mesurer? Il faut que je les retrouve. Oui, il y a des outils de mesure que je n'utilise personnellement pas beaucoup, mais il faut les retrouver, c'est bien. Où ont-ils caché les outils de mesure? La pipette? Ah oui, la pipette, évidemment. Donc vous avez, oui, l'outil règle ici qui va permettre d'estimer les dimensions des personnes qui ont été, des malfrats qui ont été filmés par des caméras de vidéosurveillance. Donc Photoshop est vraiment utilisé par plein de gens et par ceux qui font l'astronomie aussi. C'est pour ça que depuis quelque temps le format PSB est apparu. Parce que le format Photoshop avait des limites, on ne pouvait pas faire des images de plus de 30 000 pixels sur 30 000, je pense, ce qui est déjà énorme. Mais grâce au format PSB, le format de fichier PSB, format de document volumineux, on peut aller jusqu'à 300 000 pixels, je pense, en largeur et en hauteur. Ce qui est absolument gigantesque, mais pour ceux qui font l'astronomie, c'est intéressant. Donc, au passage, sachez-le, si vous voyez un jour un fichier PSB qui arrive, ne vous inquiétez pas, c'est comme un PSD, sauf qu'il a plus de capacité. C'est un format plus récent. Et ça ne veut pas dire qu'il est énorme au niveau du nombre de pixels, c'est peut-être un petit fichier, mais il a été enregistré en PSB par la personne. Bon. Alors, je vais enregistrer cette théière dans le désert et on y reviendra peut-être un peu plus tard. Je vais indiquer, oui, avec théière. Ok. Alors, vous pourriez avoir l'impression, moi j'ai l'impression en tout cas que la théière n'est pas vraiment bien posée sur le sol, j'ai l'impression qu'elle penche vers moi. Alors il faudrait pouvoir la tourner comme si c'était un vrai objet. Actuellement dans Photoshop ce n'est pas possible. Mais d'ici une dizaine d'années, des nouveaux appareils photo vont arriver, aux alentours de 2020, des appareils photo avec lesquels vous allez pouvoir photographier un objet sous tous les angles et le récupérer dans Photoshop et tourner l'objet vraiment comme si c'était un volume. Bon, ce sont des technologies qui existent déjà depuis pas mal de temps, mais elles ne sont pas répandues dans le grand public. Mais sachez-le, alors comment est-ce que je sais ça? C'est parce que dans Photoshop, il y a la 3D. Et beaucoup de personnes, à juste titre, disent que la 3D dans Photoshop, c'est vraiment pourri. C'est encore plus pourri dans Illustrator. Et alors, il y a un gars, un développeur chez Adobe, qui a révélé sur un de ses blogs, parce qu'ils ont des blogs, et ils disent ce qu'ils bouffent à midi et d'autres choses plus intéressantes, qui a indiqué que la 3D de Photoshop, elle est là uniquement pour préparer l'arrivée des prochains appareils photo, la prochaine génération d'appareils photo qui photographient les volumes. Donc on ne parle pas ici d'appareils photo qui photographient en relief, parce que là c'est une prise de vue avec deux objectifs, et on voit en relief, mais on ne sait pas tourner autour des objets. Bon, alors il y a peut-être un moyen de s'en sortir. Est-ce que vous avez un peu un problème aussi avec votre objet? Peut-être si c'est un poivron, il n'a pas de fond, donc on ne sent pas qu'il penche. Si c'est une théière, vous pourriez avoir le problème. Alors je vais vous montrer comment j'essayerai de m'en sortir. C'est en modifiant éventuellement le désert, essayer de changer l'angle sur le désert. Ne faites rien, regardez, c'est juste un petit test.
j'ai un exercice que je vous ai refilé en vidéo où je montre que je pose un vase sur une table et au départ, le vase n'a vraiment pas l'air posé sur la table et en fait, puisque je ne peux pas modifier la géométrie du vase, je modifie l'aplatissement de la table. Donc première chose que je fais ici, avec l'outil de recadrage en libre, j'augmente la zone de l'image pour avoir plus d'espace au-dessus et en dessous. Ensuite, je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour pouvoir travailler sur lui. Il n'est plus verrouillé. Et je vais faire une transformation manuelle sur le calque d'arrière-plan. Je vais prendre une poignée ici. J'enfonce la touche Alt pour que la transformation se fasse par le centre. Vous voyez? Si je fais comme ça, la théière a l'air de pencher encore plus vers moi. Pas bon ça. Voilà. Vous voyez? Amusant ça. Hein, c'est une illusion d'optique. C'est comme si je soulevais la caméra, sauf que c'est pas vraiment ça qui se passe. Je déforme l'image. C'est pas toujours possible de le faire. Parfois, il faut sélectionner une partie du décor et ne le faire que sur le sol, pas sur les buildings qui sont derrière. Enfin, voilà. Bien. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Sachez simplement qu'on peut s'en sortir comme ça pour donner l'impression que l'objet est moins penché, qu'il est plus posé sur le sol. Ok. Alors ce que je viens de faire là dans Photoshop, j'aurais pu le faire dans InDesign. J'aurais pu amener la théière avec son ombre dans un bloc image et le désert dans un autre bloc image. L'ombre est transparente. Ce qui est transparent dans Photoshop reste transparent dans InDesign si j'utilise le format Photoshop PSD. Ok ? Bon, écoutez, je peux vous montrer rapidement. Vous ne le faites pas. Je vous montre rapidement ça dans InDesign. Bon. Donc, il faut le savoir. Vous pouvez récupérer dans InDesign les fichiers Photoshop. Et s'ils ont de la transparence dans Photoshop, ils l'auront dans InDesign. Alors, voyons un peu dans Photoshop lequel je vais ouvrir. Pas celui-là. Il faut que j'aille revoir sur mon dossier ici. La théière. C'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Ok. Alors ça, c'est le fichier Photoshop que je vais utiliser dans InDesign. Et évidemment, si je l'utilise tel quel, la théière va être entourée de blanc. Donc je dois, vous vous souvenez ça, enlever l'œil en face du calque. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter. Donc j'ai une théière entourée de transparence. La transparence ne me permet pas de vraiment paramétrer comme il faut mes ombres. C'est mieux de les paramétrer sur un fond blanc. Mais une fois qu'elles sont paramétrées, elles ont le bon aspect, j'enlève l'œil en face du calque blanc. Je vais ici, pour la démo, appeler ça Teapot avec ombre pour InDesign. Voilà. Je vais importer, ça vous ne le faites pas nécessairement, hein, je vous montre simplement. Et ce n'est pas si inintéressant que ça. Si vous pensez que c'est pas trop intéressant, je vais vous expliquer en quoi ça peut vraiment être intéressant. Teapot avec ombre pour InDesign. La voilà. Ensuite, fichier importé, je vais aller chercher le désert. Le désert, je peux prendre le désert original ici, le JPEG, c'est pas interdit. Je décoche remplacer l'élément sélectionné, sinon ça va me remplacer l'élément qui est actuellement sélectionné dans mon document. Ici, c'est la théière. Cette option est parfois intéressante, bien entendu, surtout quand vous avez des affiches à faire ou des publications à faire.
chaque semaine, chaque mois, vous allez pouvoir redémarrer de la version précédente, du dernier numéro pour refaire le nouveau. Et vous remplacez les images en les rappelant. Comme ça, vous gardez le même canevas. Donc cette fonction, remplacer l'élément sélectionné, n'est pas débile du tout. Hein. Mais dans ce cas-ci, elle ne m'intéresse pas. Voilà. Les textes sont différents. Les textes aussi peuvent être remplacés. Les images ne seront pas mises en même temps. Ça suppose qu'on a un canevas qui permet de faire ça, évidemment, et puis on peut ajuster après. Ok, donc palette des calques, j'ouvre le calque, je mets le désert sous le typote, voilà. Quand je clique ici, on avait dit que c'est pour voir ce que ça va donner à l'impression ou à la sortie, parce que si je travaille avec des images FFB, ça peut être pour faire un site web, évidemment. On peut faire des sites web avec InDesign, dans une certaine mesure. Ok. Le résultat n'est pas terrible, mais si je demande à InDesign de m'afficher les images avec de la bonne qualité, je vais les voir comme dans Photoshop. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, le montage que j'ai fait juste avant là dans Photoshop, je l'ai ici dans InDesign. Alors, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que c'est plus léger, en fait. Si j'ai des photomontages extrêmement complexes à faire, une des solutions peut être de préparer les éléments dans Photoshop et de les assembler dans InDesign. Puisque dans InDesign, les fichiers Photoshop gardent leur transparence, les ombres, tout est nickel. Pourquoi ne pas utiliser InDesign pour assembler? Et après, on transpose tout dans Photoshop. Non, après on ne repasse pas dans Photoshop. On exporte l'image, on exporte dans un format d'image ou en PDF. Ok. On exporte en JPEG, en PNG, si on veut garder la transparence pour mettre sur le web, en PDF si c'est pour diffuser. Voilà, donc une fois que le montage est fait, oui, on pourrait le récupérer dans Photoshop, mais ça n'a pas vraiment de... On ne va pas récupérer les différents objets qui sont pile dans InDesign en tant que calque dans Photoshop. Ça, non. Mais ça, il faut savoir, surtout si vous avez un ordinateur qui rame, vous avez l'impression que quand vous travaillez dans Photoshop des images précises, c'est lent, ça tue la créativité, et bien peut-être penser à faire les assemblages dans InDesign. Et bien entendu, les images peuvent être ouvertes en parallèle dans Photoshop et vous les modifiez dans Photoshop, ça se répercute dans InDesign puisque c'est lié. Ok. Je vais le remettre dans le même dossier. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vais dans Photoshop ici et que je modifie ma théière en créant par-dessus, par exemple, un calque de réglage, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu beaucoup de choses ici. Je vais en prendre un de type teinte saturation. C'est des choses qu'on verra plus tard. Hein. Un calque de réglage de type teinte saturation. Ou non, mauvais exemple, je vous embrouille, je vais peut-être faire une marionnette là-dessus, parce que ça on a déjà fait. Je fais... Ah oui, ici, non. C'est encore plus simple de faire comme ça. Désolé, mais j'essaie de faire au plus simple, hein, pour ne pas vous embrouiller trop. Voilà, je change la couleur de la théière grâce à un calque de réglage de type teinte saturation. D'accord? Que j'ai mis au-dessus du calque de la théière. Je mets à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré. Je vais dans InDesign. Allons voir un peu dans la palette lien, menu fenêtre lien. Il m'indique ici le petit triangle. Ça, c'est parce que je n'ai pas ouvert l'image en Photoshop au départ de InDesign en demandant de modifier l'original comme on avait fait hier. Donc là, il me dit que ça a été modifié. Je demande de mettre à jour le lien. Et voilà. Donc c'est ça que je veux dire. En parallèle, on peut avoir les images en Photoshop et faire le montage dans InDesign. On n'est pas obligé de fermer InDesign, revenir dans Photoshop, réouvrir les images. Non, tout fonctionne en parallèle. Ok. Je quitte InDesign ici. C'était juste
cette petite info qui peut avoir une grande importance pour certains, soit parce que votre ordinateur est un peu vieux et lent, soit parce que vous visez à faire des posters, des photomontages super complexes, super précis, et là, vous avez atteint les limites de votre ordinateur. Alors, à un certain moment, je vous parlerai très rapidement des disques de travail. C'est la possibilité d'ajouter un disque dur ou des disques durs à votre ordinateur et que Photoshop les utilise pour faire ses calculs. Donc c'est ce qu'on appelle les disques de travail, ça fonctionne aussi comme ça dans Illustrator. C'est intéressant aussi pour augmenter la rapidité de l'ordinateur. Et il est très mauvais que Photoshop utilise le même disque dur que là où le système d'exploitation se trouve, Mac OS X ou sur Mac ou Windows sur PC. Il est très mauvais que Photoshop utilise pour faire ses calculs ce disque dur-là. Ça a créé des problèmes informatiques dont je vous reparlerai. Et donc ça ne prendra pas beaucoup de temps, c'est juste évoquer le fait qu'on peut ajouter un disque dur et comment l'utiliser. Ok. Alors, on va aller démarrer un nouveau travail là.